Rien, absolument rien au monde, ne prépare l'esprit d'une mère à cet instant brutal, presque irréel, où la dignité de sa propre famille se retrouve réduite à quelques vitres embuées sur le parking désert d'une zone commerciale de périphérie. Je n'ai même pas eu besoin d'ouvrir la portière de ce véhicule pour saisir toute l'ampleur de la tragédie qui se jouait devant moi. La condensation épaisse et opaque qui tapissait les fenêtres du Renault Scénic bleu marine me racontait déjà l'histoire entière avant même que je ne puisse aspirer une bouffée de l'air gélif de cette matinée d'hiver. Cette névoa blanche, ce voile fantomatique qui m'empêchait de distinguer l'intérieur, n'était pas seulement un phénomène physique dû au froid. C'était la chaleur accumulée, la preuve vivante de la respiration confinée de ma fille unique et de mes 2 petits-fils, luttant ensemble pour survivre à une nuit impitoyable de mardi à Saint-Romain-le-Désert. Alors que le monde alentour commençait à s'éveiller avec sa routine banale et indifférente, avec des passants pressés pestant contre le trafic matinal ou faisant la queue à la boulangerie pour acheter leurs baguettes chaudes et croustillantes, ma fille, cette femme que j'ai élevée pour être forte, cultivée, fière et indépendante, était là, pliée en 2 sur le siège conducteur. Elle dormait dans une position contorsionnée qu'aucun être humain ne devrait avoir à supporter, son corps servant de matelas de fortune et de bouclier humain pour protéger Lucien et Noah du froid coupant qui envahissait l'habitacle au moteur éteint. Je m'approchais de la vitre, le pas lourd, avec le cœur battant non pas dans ma poitrine, mais cognant violemment dans ma gorge. Je sentais dans ma bouche un goût métallique, ce mélange âcre de terreur absolue et d'une fureur sourde que je ne me connaissais pas jusqu'alors. Le parking était quasiment désert, balayé par un vent glacial, sous un ciel couleur de plomb qui promettait des chutes de neige imminentes. Le silence qui régnait là était assourdissant, presque religieux. À l'intérieur, à travers une mince fresta dans la buée que j'essuyais du revers de la main, je distinguais enfin le visage de Marianne. Elle était d'une pâleur effrayante, la peau presque translucide, marquée par des cernes profonds et violacés qui creusaient son regard et la faisaient paraître 10 ans plus vieille en l'espace de quelques semaines. À côté d'elle, sur le siège passager, le décor était de ceux qui vous brisent l'âme en 1000 morceaux. Des restes de sandwich triangle bon marché achetés dans une station-service, une bouteille d'eau vide et écrasée, et des vêtements d'enfants roulés en boule dans des sacs plastiques de supermarché. Le contraste violent entre cette scène de misère crue et l'image de famille parfaite et prospère que son mari, Hugo Séracourt, vendait avec arrogance à la haute société de la région, me frappa comme un coup de poing physique, cruel et direct, en plein creux de l'estomac. Tandis que ma fille et mes petits-enfants dormaient recroquevillés comme des animaux traqués et sans abri, Hugo s'éveillait probablement à cet instant précis, étiré confortablement entre des draps en coton d'Égypte, dans la chambre principale de cette maison spacieuse que mon propre argent avait aidé à rénover. Je l'imaginais prenant son café expresso corsé, ajustant sa cravate devant le miroir, se préparant à maintenir ce mensonge public qu'il était un homme d'honneur. La colère que je ressentis dans cette seconde fut si limpide, si absolue et glaciale, qu'elle assécha mes larmes avant même qu'elles n'aient la chance de couler sur mes joues. Ce n'était pas seulement de la tristesse. C'était la clarté terrifiante de comprendre que la bonté, parfois, est notre plus grande erreur stratégique. Je fixais cette voiture, symbole de l'humiliation imposée à mon sang, et je réalisais que le temps d'être la belle-mère compréhensive et la grand-mère passive s'était achevé à cet instant précis. Il pensait qu'en lui retirant tout, sa maison, son compte en banque, sa réputation, il lui ôterait aussi sa voix et ma capacité de réaction. Ils avaient parié que la honte d'une famille traditionnelle nous ferait disparaître silencieusement, nous forçant à avaler notre orgueil pour ne pas alimenter les commérages de la ville. Mais ils avaient oublié un détail fondamental. Il n'existe aucune force de la nature plus destructrice, plus résiliente et plus calculatrice qu'une matriarche qui voit sa progéniture menacée de mort. Je me nomme Eliane Vaudrel, j'ai 67 ans, et jusqu'à ce matin grisâtre, ma vie à Montfaucon-en-Vivarais se définissait par la discrétion, l'élégance contenue et la paix méritée de celle qui a accompli ses devoirs. Je suis cette femme que tout le monde salue respectueusement au marché le dimanche, la veuve respectable qui cultive les plus belles roses de la rue et qui ne hausse jamais le ton en public.
Ce que personne ne savait, pas même ma propre fille dans sa totalité, c'est que derrière mes gilets en laine mohair et mon sourire poli se cache un esprit affûté comme une lame, une tête qui a géré les finances complexes d'une exploitation et d'une famille entière durant des crises économiques qui ont brisé des hommes faits. Je ne suis pas seulement une grand-mère qui prépare des sablés au beurre. Je suis une femme qui a appris, à la dure, que le silence est une arme redoutable lorsqu'il est chargé d'intention. Et j'étais sur le point d'utiliser cette arme contre la famille Séracourt avec une précision chirurgicale qu'il n'attendrait jamais d'une vieille dame de la campagne. Avant de poursuivre et de vous raconter comment j'ai arraché ma famille de cette épave gelée pour commencer à démonter, brique par brique, la vie parfaite de mon gendre, je dois marquer une pause et vous poser une question, de femme à femme, en vous regardant droit dans les yeux. Savez-vous ce que c'est que de ressentir une douleur physique ? Une véritable pointe dans la poitrine, en voyant un enfant subir une injustice que vous n'avez pas su prévoir. Si vous êtes, vous aussi, une mère, une tante ou une grand-mère qui serait capable de retourner le monde entier pour protéger les siens, je vous demande, avec toute mon affection et mon respect, aimez cette vidéo maintenant et abonnez-vous à la chaîne. Dites-moi dans les commentaires d'où vous m'écoutez et si vous avez déjà dû être le pilier inébranlable pour quelqu'un que vous aimiez. Savoir que je ne suis pas seule dans cette traversée, qu'il existe d'autres guerrières silencieuses de par le monde, me donne la force nécessaire pour revivre et raconter cette histoire difficile. Tout cela a commencé de manière insidieuse, subtile, comme un poison administré à dose homéopathique, des mois avant cette rencontre terrible sur le parking. Hugo Séracourt, avec son charme étudié, ses costumes parfaitement coupés et son sourire de gendre idéal, est venu me voir avec une proposition qui semblait irrefusable. Il parlait avec passion d'expandre les affaires familiales, d'assurer l'avenir universitaire des jumeaux, de bâtir un empire pour que Marianne n'ait plus jamais à s'inquiéter du lendemain. Moi, dans ma naïveté de mère voulant voir sa fille heureuse et en sécurité, j'ai signé ce chèque de 200 000 €, les économies d'une vie entière de labeur acharné, à moi et à mon défunt mari, l'argent que nous gardions pour nos vieux jours. Hugo et ses parents, Anselme et Odette, m'ont reçu avec des embrassades chaleureuses, des dîners sophistiqués à Rocheval-les-Pins et des promesses de gratitude éternelle. Je n'ai pas vu à l'époque les regards complices et froids qu'ils échangeaient par-dessus les verres de cristal. Je n'ai pas perçu que pour eux, je n'étais pas de la famille. Je n'étais qu'une ressource. Un guichet automatique ambulant qui serait jeté aux ordures dès que le compte serait vide. Peu à peu, la narration a changé radicalement. Marianne, qui avait toujours été brillante, organisée et pleine de vie, a commencé à être décrite par eux comme fatiguée, puis stressée et finalement instable. Hugo commença à venir seul au déjeuner du dimanche chez moi, soupirant théâtralement en découpant le rôti, disant d'une voix accablée « Pauvre Marianne, elle ne va pas bien dans sa tête, je fais tout pour la protéger, mais c'est difficile. » Et moi, mon Dieu, comme je m'en repens aujourd'hui. Moi, aveuglé par la confiance que je plaçais en sa stature masculine, j'ai commencé à douter de la santé mentale de ma propre fille. Quand elle tentait de me dire, en chuchotant et avec la peur au ventre, que les comptes de l'entreprise ne collaient pas, que Hugo cachait des documents et changeait les mots de passe, je lui disais de prendre patience, de ne pas gâcher son mariage, de se reposer. J'ai été complice, à mon insu, du piège psychologique qui se refermait sur elle. La culpabilité dévorante que j'ai ressentie en la voyant dormir dans cette voiture, exilée de sa propre maison et étiquetée comme folle, fut le combustible incendiaire dont j'avais besoin pour me réveiller enfin. Je frappais contre la vitre avec les jointures de mes doigts, produisant un son sec, autoritaire et urgent, qui fit sursauter Marianne sur son siège. Lorsque ses yeux rencontrèrent les miens à travers le verre sale, la terreur pure que j'y lus fut la chose la plus douloureuse que j'ai vue en 67 ans d'existence. Elle baissa la vitre en tremblant de manière incontrôlable, pas seulement de froid, mais secouée par une honte dévastatrice. « Maman, ce n'est pas ce que tu crois, nous avons juste eu un problème de chauffage. » Tenta-t-elle de balbutier, essayant de remettre de l'ordre dans ses cheveux ébouriffés avec ses mains tremblantes.
tentant désespérément de sauver les apparences d'une dignité qui lui avait été volée il y a bien longtemps. Je ne la laissai pas terminer ce pieux mensonge. J'ouvris la portière de la voiture avec violence, recevant en plein visage l'odeur aigre du confinement et du désespoir qui s'échappait de l'habitacle. Je me penchai et touchai le visage de Lucien, qui dormait encore lourdement à l'arrière, enroulé dans une couverture bien trop fine pour l'hiver. Sa peau était glacée. « Sors de cette voiture, Marianne », ordonnai-je d'une voix basse, rauque, qui n'admettait aucune réplique. « Prends Noah, tout de suite. Le temps de pleurer et de se cacher est révolu. Aujourd'hui, nous allons faire quelque chose de bien pire que pleurer. Nous allons commencer à recouvrer la dette, centime par centime, larme pour larme. » À cet instant, alors que j'aidais à transférer mes petits-fils somnolents vers la banquette arrière de ma Citroën chauffée, mon regard tomba sur le tableau de bord de sa voiture. Le téléphone portable de Marianne avait l'écran allumé. Il y avait des dizaines de messages non lus de Hugo. Les notifications brillaient comme des menaces voilées. « Si tu ne reviens pas signer les papiers, je porterai plainte pour abandon de domicile. Personne ne croira une femme déséquilibrée comme toi. » Mes parents ont déjà parlé à l'avocat. Ils pensaient avoir gagné la partie. Ils croyaient fermement que Marianne était seule, brisée et isolée du monde. Ce qu'il ignorait, ce qu'il ne pouvait prévoir même dans ses pires cauchemars, c'est qu'en humiliant ma fille de cette manière abjecte, il venait de réveiller un ennemi ancestral. Je serrai le volant de ma voiture avec une telle force que mes jointures devinrent blanches, sentant la texture familière du cuir usé sous mes paumes. La route devant moi était libre, mais mon esprit était déjà des kilomètres plus loin, dessinant avec froideur la première étape de ma contre-attaque. Je n'irai pas hurler devant sa porte. Je ne ferai pas de scandale dans la rue pour divertir les voisins. Ce serait vulgaire, et la vulgarité est l'arme des faibles. Non, la vengeance, pour être parfaite et dévastatrice, doit être servie comme un grand plat de la gastronomie française. Froide, impeccablement présentée, et impossible à avaler sans s'étouffer. Alors que je démarrais pour nous éloigner de cet enfer, emmenant ma famille vers la sécurité de ma maison, Marianne ouvrit la boîte à gants de sa voiture à la dernière seconde et en tira une enveloppe Kraft, épaisse et froissée. « J'ai réussi à prendre ça avant de partir, maman », murmura-t-elle en pressant l'enveloppe contre sa poitrine comme un trésor. C'est la comptabilité réelle, ce qu'il a caché aux associés et à la banque. Je regardais cette enveloppe dans le rétroviseur et je souris. Un sourire triste, certes, mais dangereux. La guerre ne faisait que commencer, et la première bataille allait se livrer là où ils se sentaient le plus intouchables, au cœur même du mensonge qu'ils avaient créé. Hugo Séracourt était sur le point de découvrir que sous-estimer une grand-mère française est une erreur fatale. Le trajet de retour vers Montfaucon en Vivarais s'est déroulé dans un silence presque religieux, seulement troublé par le ronronnement du moteur de mon vieux Citroën et le bruit rythmé des essuie-glaces chassant les premiers flocons de neige qui commençaient à tomber. Dans le rétroviseur, je voyais les têtes de Lucien et Noah dodelinaient au rythme des virages, enfin vaincus par la chaleur de l'habitacle, tandis que Marianne, assise à côté de moi, gardait les yeux rivés sur la route, ses mains crispées sur ce maudit enveloppe Kraft, comme si c'était une bouée de sauvetage au milieu d'un océan en tempête. Nous n'avons pas échangé un mot. Il y a des douleurs si profondes que la parole ne ferait que les banaliser. Pour l'instant, ma seule mission était de les ramener dans ma forteresse, cette vieille maison en pierre, aux volets bleu pastel, où Marianne avait fait ses premiers pas, et où je comptais bien lui apprendre à se relever. Arrivé chez moi, c'était entrer dans un autre temps. L'odeur familière de la cire d'abeille sur les meubles anciens, le parfum subtil de la lavande séchée que je conserve dans des coupelles en porcelaine et le tic-tac rassurant de l'horloge comtoise dans le couloir agirent immédiatement comme un baume sur nos nerfs à vif. Je n'ai pas posé de questions. J'ai agi avec l'automatisme d'une générale en temps de crise. J'ai d'abord fait couler un bain chaud, y versant généreusement des sels marins, et j'y ai plongé mes deux petits-enfants, frottant leur dos maigre pour effacer la crasse de cette nuit passée sur un parking. Voir la peau de Lucien rougir sous l'eau chaude, le voir enfin sourire en jouant avec la mousse, a failli me briser le cœur une seconde fois, mais je ravalais mes larmes. Je n'avais plus le droit d'être fragile.
Pendant qu'il se réchauffait, j'ai réchauffé un pot-au-feu de la veille, dont les effluves de bœuf mijoté et de légumes d'hiver remplirent bientôt la cuisine, chassant l'odeur de renfermé qui collait encore à leurs vêtements. Ce n'est qu'une fois les enfants endormis dans la chambre d'amis, sous d'épaisses couettes en plumes, que la véritable nuit a commencé. Marianne était assise à la table de la cuisine, ses mains entourant un bol de tisane fumante, le regard perdu dans le vide. Dehors, le vent s'était levé, sifflant contre les tuiles, isolant notre maison du reste du monde. Je me suis assise en face d'elle, j'ai pris une profonde inspiration et j'ai posé ma main, marquée par les années et le travail, sur la sienne. « Maintenant, Marianne, dis-je doucement mais fermement, ouvre cette enveloppe. Je veux tout voir. Je veux comprendre comment un homme à qui j'ai ouvert ma porte et servi mon vin a pu transformer ma fille en sans-abri. » Les doigts tremblants de Marianne défirent le cordon de l'enveloppe. Ce qui s'étala sur ma nappe brodée n'était pas seulement de la paperasse administrative, c'était l'anatomie d'une mise à mort préméditée. Il y avait là des relevés bancaires, des copies de courriels imprimés à la hâte, des contrats notariés et des échanges de messages. Je chaussai mes lunettes de lecture et le monde devint soudainement beaucoup plus net et beaucoup plus laid. Mon mari, paix à son âme, m'avait appris à lire un bilan comptable avant même de m'apprendre à conduire. J'ai passé 30 ans à gérer les finances de notre exploitation agricole, à négocier avec des banquiers retors et des fournisseurs exigeants. Hugo Séracourt pensait sans doute que je n'étais qu'une vieille dame capable de tricoter et de faire des confitures, mais il ignorait que les chiffres me parlent, et ce que ces documents me hurlaient était effrayant. Ce n'était pas une simple mauvaise gestion, c'était un détournement méthodique, chirurgical. Je vis les transferts bancaires, mes 200 000 €, censés servir à l'achat de nouveaux équipements pour leur entreprise de logistique, avaient été fragmentés et virés vers 3 comptes distincts. L'un au nom d'une société écran basée au Luxembourg, un autre vers un compte personnel caché, et le troisième, le plus insultant, vers le compte joint d'Anselme et Odette Séracourt, ses parents. « Regarde ça, maman », murmura Marianne, la voix brisée, en pointant un email imprimé. Je le lus. C'était un échange entre Hugo et sa mère, daté de 6 mois auparavant. Odette écrivait « Ne t'inquiète pas pour la vieille Eliane. Elle est trop sentimentale. Elle ne vérifiera rien si tu lui parles de l'avenir des petits. Une fois que tu auras l'argent, on pourra commencer à faire passer Marianne pour dépressive. Le docteur Lebrun me doit une faveur. Il signera les certificats médicaux. On récupérera la garde exclusive et tu seras enfin libre de cette famille de paysans. » Je relus la phrase 3 fois. Cette famille de paysans. Le sang battait si fort dans mes tempes que j'eus peur de faire une attaque sur le champ. Ils n'avaient pas seulement volé mon argent. Ils avaient scénarisé la destruction mentale de ma fille. Ils avaient planifié de la faire interner ou de la faire passer pour inapte, utilisant mes propres petits-enfants comme des pions dans leur jeu d'échecs macabre. Anselme et Odette, ces gens qui me souriaient à la messe, qui louaient mes gâteaux, avaient orchestré cela avec leur fils. C'était une conspiration familiale, une meute de loups déguisés en bourgeois de province. Je levai les yeux vers Marianne. Elle pleurait silencieusement, de grosses larmes roulant sur ses joues creuses. Ils m'ont fait croire que j'étais folle, maman. Hugo cachait mes clés, déplaçait des documents, puis me disait que j'avais des pertes de mémoire. Il m'enregistrait quand je m'énervais pour ensuite le montrer à ses parents comme preuve de mon hystérie. J'ai fini par y croire moi-même. J'ai fui avec les enfants parce que hier soir, je l'ai entendu au téléphone. Il parlait de vendre la maison et de m'envoyer en maison de repos pour mon bien. J'ai eu si peur qu'ils me prennent Lucien et Noah. Je me levai lentement. La colère froide qui m'avait saisi sur le parking s'était transformée en quelque chose de plus dense, de plus lourd, comme une armure d'acier. Je fis le tour de la table et pris la tête de ma fille contre ma poitrine. « Tu n'es pas folle, Marianne. Tu es une victime. Mais écoute-moi bien. À partir de cette seconde, tu cesses d'être une victime. Tu deviens mon complice. » Je retournai à ma chaise et repris les relevés bancaires. Mon esprit s'était mis en mode guerre. Je voyais déjà les failles. Hugo était arrogant, et l'arrogance rend négligent.
Dans sa certitude de nous avoir écrasés, il avait laissé des traces grossières. Les signatures sur les transferts vers le compte de ses parents étaient imitées. La signature de Marianne était grossièrement contrefaite. C'était du faux et usage de faux. C'était pénal. Mais aller à la police maintenant serait une erreur. La justice française est lente, terriblement lente. Hugo aurait le temps de cacher l'argent, de payer de bons avocats, de retourner la situation en utilisant les preuves de l'instabilité de Marianne qu'il fabriquait depuis des mois. Non, il fallait une justice plus rapide, plus directe. Je regardais l'horloge. Il était 2 heures du matin. « Nous n'allons pas porter plainte demain », dis-je, en rangeant soigneusement les documents dans l'enveloppe. Marianne me regarda, paniquée. « Mais maman, ils ont tout pris !»« Chut !» coupai-je. « Si nous portons plainte, ils seront sur la défensive. Ils fermeront les rangs. Nous devons les laisser croire qu'ils ont gagné encore quelques jours. Nous devons les laisser se sentir intouchables. » Je me dirigeais vers le vieux secrétaire en chêne où je gardais mon carnet d'adresses. Un carnet qui contenait 40 ans de contacts dans toute la région. Des noms de gens que j'avais aidés, des fermiers, des commerçants, mais aussi d'anciens amis de mon mari, des gens qui occupaient aujourd'hui des postes clés à la préfecture, à la banque régionale et même au journal local. Hugo et ses parents étaient des parvenus, des gens qui aimaient du briller en société, mais qui n'avaient aucune racine réelle ici. Moi, j'étais la terre. J'étais l'histoire de ce village, et on ne déracine pas un vieux chêne sans se briser les reins. Va dormir, Marianne. Repose-toi, tu en auras besoin. Demain, je vais passer un coup de fil à une vieille connaissance à Belmont-sur-Roche. Un homme qui déteste les Séracourt presque autant que moi, mais pour des raisons très différentes. « Qui ?» demanda-t-elle, essuyant ses yeux. Je me tournai vers elle, l'ombre d'un sourire impitoyable flottant sur mes lèvres. « Monsieur Valéry. » L'ancien comptable d'Anselme Séracourt, celui qu'ils ont licencié comme un malpropre il y a 5 ans pour faute grave, alors qu'ils refusaient juste de maquiller leur compte. Je sais où il habite, et je sais qu'il a gardé des copies de tout. Je fermai les volets de la cuisine, plongeant la pièce dans l'obscurité. Hugo dormait sans doute paisiblement, rêvant à ses millions et à sa nouvelle vie de célibataire fortuné. Il ne savait pas que dans une petite maison de pierre, à quelques kilomètres de là, 2 femmes venaient de signer son arrêt de mort sociale. Mais alors que je montais l'escalier, mon téléphone vibra dans ma poche. Un numéro masqué. Je décrochai, le cœur battant, et une voix que je ne connaissais que trop bien glaça mon sang. « Je sais qu'elle est chez toi, Eliane. Ne complique pas les choses. Ouvre la porte, ou j'appelle les gendarmes pour enlèvement d'enfants. » La guerre était déclarée plus tôt que prévu. Hugo était là. La voix de Hugo au téléphone n'était pas celle d'un homme inquiet pour sa femme. C'était le grondement d'un propriétaire réclamant un bien volé. « Ouvre la porte », avait-il ordonné. Je raccrochai sans dire un mot, mes mains serrant l'appareil si fort que mes articulations blanchirent. Dans le silence sépulcral de ma maison endormie, le bruit d'un moteur tournant au ralenti devant mon portail résonnait comme une menace de guerre. Je jetai un coup d'œil vers l'escalier. Tout était calme. Marianne et les enfants dormaient du sommeil de plomb de ceux qui ont épuisé toutes leurs larmes. Ils ne devaient pas se réveiller. Cette nuit, je serais le seul rempart entre leur fragilité et la violence du monde extérieur. Je ne me précipitai pas. La précipitation est un aveu de peur. Je pris le temps d'enfiler mon lourd châle en laine grise sur mes épaules et de changer mes chaussons pour des bottines de jardinage robustes. J'attrapai le trousseau de clés en fer forgé posé sur le guéridon de l'entrée et je sortis dans la nuit glaciale. L'air de l'Ardèche en hiver est comme une lame de rasoir. Il purifie les esprits et gèle les hésitations. Devant la grille, les phares aveuglants de la Audi noire de Hugo découpaient la brume. Il était là, debout, sa silhouette se détachant contre la lumière crue, son souffle formant des nuages de vapeur agités. En me voyant approcher, il frappa du poing sur le métal de mon portail. « Ouvre, Eliane. Je sais qu'ils sont là », hurla-t-il, sa voix brisant la sacralité du silence nocturne du village. J'avançai jusqu'à la grille, mais je ne l'ouvris pas. Je restai là, de l'autre côté des barreaux, le visage impassible, une statue de jugement éclairée par la lune. « Baisse d'un ton, Hugo », dis-je d'une voix calme, presque dénuée d'inflexion, mais qui portait plus loin que ses cris.
Tu vas réveiller les voisins. Et tu sais comme les gens jasent à Montfaucon. Veux-tu vraiment que tout le village sache que le gendre parfait hurle comme un charretier à 3 heures du matin devant la maison d'une veuve? Il s'approcha, le visage tordu par une rage que je ne lui connaissais pas ou que je n'avais jamais voulu voir. Ses yeux étaient injectés de sang. Ses cheveux, d'ordinaire gominés à la perfection, étaient en bataille. Il sentait le cognac et la panique. « Je m'en fous des voisins. Tu as enlevé mes enfants. C'est un crime, Eliane. » J'ai appelé la gendarmerie. Ils sont en route. « Ouvre cette grille ou je la défonce avec ma voiture. » Je soutins son regard. « Tu as appelé les gendarmes ? Parfait. Le brigadier-chef Morin me connaît depuis qu'il a volé des pommes dans mon verger à l'âge de 10 ans. Fais-le venir. Nous lui expliquerons pourquoi ta femme et tes enfants dormaient dans une voiture sur un parking de supermarché pendant que tu étais au chaud. Nous lui montrerons l'état de maigreur de ton fils. Nous lui parlerons des 200 000 €. À la mention de l'argent, Hugo vacilla imperceptiblement. Sa mâchoire se crispa. Il ne s'attendait pas à ce que je sache. Il pensait que Marianne, brisée et confuse, n'aurait rien dit, ou que je serais trop stupide pour comprendre. « Tu ne sais pas de quoi tu parles », cracha-t-il, mais avec moins d'assurance. « Marianne est malade. Elle invente des choses. Elle t'a manipulé. » C'est alors que les gyrophares bleus balayèrent les façades en pierre de la rue. La voiture de la gendarmerie arriva lentement, sans sirène, respectant le sommeil du hameau. 2 officiers en descendirent. Comme je l'avais prédit, c'était Morin, un homme robuste à la moustache grisonnante, le visage marqué par la fatigue des gardes de nuit. « Madame Vaudrelle ? Monsieur Séracourt ? Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda Morin en ajustant son képi, visiblement agacé d'intervenir pour une querelle familiale. Hugo se précipita vers lui, reprenant instantanément son masque de victime éplorée. C'était fascinant et terrifiant de voir à quelle vitesse il pouvait changer de visage. « Brigadier, Dieu merci. Ma belle-mère séquestre ma femme et mes enfants. Marianne est psychologiquement instable. Elle a fui le domicile conjugal hier, mettant les petits en danger. Je suis venu les récupérer pour les mettre en sécurité. Je veux porter plainte pour enlèvement. » Morin me regarda. Il attendait ma version. Je ne jouais pas la comédie. Je restais droite, les mains jointes devant moi. « Brigadier Morin, ma fille et mes petits-enfants dorment à l'étage. Ils sont arrivés ici transis de froid, affamés et terrorisés. Ils sont chez leur grand-mère, dans la maison où ma fille a grandi. Il n'y a pas de séquestration, il y a un refuge. Si monsieur Séracourt souhaite entrer de force pour arracher des enfants endormis à leur lit à cette heure indue, il devra passer sur mon corps. Et je crois savoir, brigadier, que vous n'êtes pas homme à laisser une telle violence se produire. » Un silence lourd s'installa. Morin regarda Hugo, puis moi. Il connaissait la réputation des Vaudrelle, des gens taiseux, fiers, mais honnêtes. Puis il regarda Hugo, ce Parisien transplanté qui roulait en grosse voiture et parlait trop fort. « Monsieur Séracourt, » dit Morin d'un ton définitif, « si votre épouse est ici de son plein gré et que les enfants sont en sécurité chez leur grand-mère, c'est une affaire civile. Je ne vais pas défoncer la porte de Madame Vaudrelle sans mandat et certainement pas à 3 heures du matin. Rentrez chez vous. Vous réglerez ça demain avec des avocats. »« C'est un scandale !» hurla Hugo. « Vous protégez une ravisseuse !»« Je protège la paix publique. »« Monsieur !» trancha Morin en posant la main sur son étui. Un geste subtil pour calmer les ardeurs. « Allez vous doucher. Vous avez bu. Si je vous vois reprendre le volant dans cet état, je vous embarque pour ivresse sur la voie publique. Appelez un taxi ou dormez dans votre voiture. Mais dégagez de devant cette grille. » Hugo devint blême. L'humiliation publique, devant un simple gendarme de campagne, était insupportable pour son ego démesuré. Il me lança un regard de haine pure, un regard qui promettait des représailles terribles. « Tu ne perds rien pour attendre, Eliane, » siffla-t-il. « Tu vas regretter de t'être mise en travers de mon chemin. Je vais te ruiner, toi et ta fille folle. » Il remonta dans sa voiture et démarra en trombe, manquant d'accrocher le véhicule de gendarmerie. Je remerciai Morin d'un signe de tête. Il me salua, l'air grave. « Faites attention, Madame Vaudrelle. Il a l'air désespéré. Et les hommes désespérés font des bêtises. »« Je sais, Morin. Merci. » Je rentrai dans la maison,
mes jambes tremblant enfin maintenant que le danger immédiat était écarté. Je m'assis sur la dernière marche de l'escalier, dans le noir, et je pleurais silencieusement pendant 5 minutes. Pas de peur, mais de soulagement. La première bataille était gagnée, mais la guerre ne faisait que commencer. Le lendemain matin, après avoir laissé des instructions strictes à Marianne, ne réponds ni au téléphone ni à la porte, tire les rideaux et reste avec les enfants. Je pris ma voiture. Je ne me dirigeais pas vers la ville, mais vers les hauteurs de Belmont-sur-Roche, une zone isolée où les routes serpentent entre des châtaigniers centenaires et des fermes abandonnées. C'est là que vivait Monsieur Valéry. Sa maison était une petite bâtisse en pierre sèche, envahie par le lierre, qui semblait vouloir disparaître dans la forêt. Valéry était un homme que la vie avait mâché et recraché. Ancien expert comptable brillant, il avait été détruit par l'alcool et par la famille Séracourt. Anselme, le père de Hugo, l'avait utilisé comme bouc émissaire il y a 5 ans pour couvrir une fraude à la TVA. Valéry avait perdu sa licence, sa femme et sa dignité. Il vivait maintenant comme un ermite, entouré de vieux journaux et de souvenirs amers. Quand il m'ouvrit la porte, une bouffée de tabac froid et de poussière m'accueillit. Il portait un vieux pull troué et me regardait avec des yeux méfiants derrière des lunettes épaisses. « Éliane Vaudrel, qu'est-ce que vous faites ici? Je n'ai pas d'argent pour acheter vos fleurs. »« Je ne vends pas de fleurs aujourd'hui, Louis. Je suis venu parler d'Anselme et de Hugo Séracourt. » À l'entente de ce nom, une lueur dangereuse s'alluma dans ses yeux ternes. Il s'écarta pour me laisser entrer. L'intérieur était un capharnaüm de dossiers empilés du sol au plafond. C'était l'antre d'un homme obsédé. Je savais qu'un jour quelqu'un viendrait, grogna-t-il en dégageant une chaise pour moi. Vous voulez du café? Il est noir et fort, comme mon humeur. J'acceptai le café. Pendant 1 heure, je lui racontais tout. Le parking, l'argent volé, la tentative de faire interner Marianne, le mépris. Valéry écoutait sans dire un mot, fumant cigarette sur cigarette, hochant parfois la tête avec un sourire cynique. Quand j'eus fini, il se leva et se dirigea vers une étagère branlante. Il déplaça une pile de vieux magazines de jardinage et en sortit un petit cahier noir, à la couverture en moleskine usée. « Vous pensez que votre gendre est un escroc, Éliane ?» dit-il en caressant le cahier. « Hugo n'est qu'un amateur, un petit voleur de poules. Le vrai monstre, c'est le père, Anselme. Et la mère, Odette, c'est le cerveau. » Il posa le cahier devant moi. J'ai gardé des copies, de tout. Quand ils m'ont viré, ils ont cru avoir tout détruit. Mais un bon comptable a toujours une double comptabilité. J'ouvris le cahier. Ce n'étaient pas seulement des chiffres, c'étaient des noms, des dates, des montants. « Qu'est-ce que c'est ?» demandai-je, le cœur battant. « C'est la preuve qu'ils ne se contentent pas de voler leur belle-fille, Éliane. Les Séracourt blanchissent de l'argent pour des promoteurs immobiliers véreux depuis 10 ans. Ils utilisent l'entreprise de Hugo pour faire transiter des fonds illégaux vers le Luxembourg. Votre investissement de 200 000 €, il n'a pas servi à l'entreprise. Il a servi à combler un trou dans leur montage financier avant un contrôle fiscal. Ils ont littéralement bouché une fuite d'eau avec votre sang. » Je sentis un vertige me saisir. Ce n'était plus une simple histoire de divorce ou d'abus de confiance. Nous étions tombés sur un système criminel organisé. Si cela sortait, ce n'était pas la ruine pour eux. C'était la prison ferme. C'était la honte nationale. « Pourquoi n'avez-vous jamais rien dit ?» murmurai-je. Valéry eut un rire sec qui se transforma en quinte de tout. « À qui ? À la police. » Le commissaire dînait chez les Séracourt tous les samedis. J'étais seul, discrédité, un vieil ivrogne. Qui m'aurait cru? Mais vous êtes Éliane Vaudrel. Vous êtes intouchable ici. Si c'est vous qui portez le coup. Il me regarda droit dans les yeux, et pour la première fois, je vis de l'espoir chez cet homme brisé. Je vous donne le cahier, Éliane, à une condition. Laquelle? Vous ne les blessez pas. Vous les anéantissez. Je veux voir Anselme Séracourt pleurer comme il m'a fait pleurer. Je pris le cahier. Il était lourd, physiquement et symboliquement. Je le glissai dans mon sac à main, à côté de mon chapelet. L'ironie ne m'échappa pas. Comptez sur moi, Louis. Ils ne sauront même pas ce qui les a frappés.
Le retour vers Montfaucon fut étrange. Le paysage défilait, et magnifique et indifférent. J'avais entre les mains de quoi détruire 3 vies. Était-ce cela, la justice, ou était-ce de la vengeance pure? Je pensais à Marianne, tremblante dans son sommeil. Je pensais à Lucien et Noah, dormant dans une voiture gelée. La culpabilité disparut. Ce n'était pas de la vengeance, c'était de l'hygiène. Il fallait nettoyer la pourriture avant qu'elle ne contamine tout le village. En arrivant chez moi, je vis une autre voiture garée devant le portail. Pas celle de Hugo. Une petite Peugeot grise, modeste. Une femme en descendait. Je reconnus immédiatement la silhouette. C'était Cécile, la maîtresse d'école des jumeaux. Elle avait l'air agitée. Je garai ma voiture et allai à sa rencontre. « Ah, Madame Vaudrelle, je suis si contente de vous voir. J'ai essayé d'appeler Marianne, mais ça ne répond pas. » « Marianne se repose, Cécile. Qu'y a-t-il » L'institutrice hésita, triturant la sangle de son sac. « C'est à propos des enfants. Et de Monsieur Séracourt. Il est venu à l'école ce matin. Il voulait récupérer les dossiers scolaires de Lucien et Noah. Il a dit qu'ils allaient changer d'établissement, qu'ils partaient vivre à l'étranger dès demain. Il avait des billets d'avion, Madame Vaudrelle, pour le Brésil. » Le monde s'arrêta une seconde fois. Le Brésil. Un pays sans accord d'extradition facile pour les enlèvements parentaux dans certains cas. Il ne voulait pas seulement récupérer les enfants. Il voulait fuir. Il savait que le château de cartes tremblait. Il comptait disparaître avec mes petits-enfants, me laissant seul avec ma fille brisée et mes 200 000 € perdus. Je regardais Cécile, puis je touchais mon sac à main où reposait le cahier noir de Valérie. Le temps de la stratégie lente était révolu. Hugo accélérait le rythme. Il fallait que je frappe, et que je frappe fort, avant qu'il ne monte dans cet avion. « Merci, Cécile, » dis-je avec un calme terrifiant. « Retournez à l'école. Personne ne partira au Brésil. » J'entrai dans la maison. Marianne était dans la cuisine, préparant le déjeuner. Elle semblait aller un peu mieux, mais le sourire qu'elle me fit s'effaça dès qu'elle vit mon visage. « Maman, qu'est-ce qu'il y a? Tu as vu le comptable ?» Je posai le cahier noir sur la table, au milieu des assiettes et des couverts. Le bruit sourd qu'il fit résonna comme un coup de marteau de juge. « J'ai vu mieux qu'un comptable, ma chérie. J'ai vu notre arme. Appelle ta cousine Sophie, celle qui travaille à la préfecture, et va chercher ta plus belle robe. Ce soir, il y a le grand gala de charité de la mairie, n'est-ce pas? Les Séracourt y seront. Ils seront au premier rang, à se pavaner. » Marianne me regarda, confuse. « Tu veux aller à une fête, maintenant ?»« Non, Marianne, nous n'allons pas à une fête. Nous allons à une exécution publique. » Mais alors que nous commencions à élaborer le plan, une pierre traversa la fenêtre du salon avec fracas, faisant exploser la vitre en 1000 morceaux. Enroulé autour de la pierre, un morceau de papier, « C'est le dernier avertissement. Rends-moi mes fils ou la maison brûle avec vous dedans. » Le bruit du verre brisé sur le parquet de mon salon n'a pas déclenché la panique que Hugo espérait. Au contraire, il a agi comme un signal de départ, un coup de pistolet marquant la fin de la peur et le début de l'offensive. Marianne, qui, quelques heures plus tôt, tremblait au moindre courant d'air, regarda la pierre au sol, puis le papier froissé, et quelque chose en elle se verrouilla. Elle ne pleurait plus. Elle avait le regard sec et dur des femmes de notre lignée lorsqu'elles décident que ça suffit. « Ramasse les enfants, maman, » dit-elle d'une voix blanche. « Je vais les emmener chez les voisins, les Martin. Ils seront en sécurité là-bas avec leurs gros chiens et leurs portails fermés. Toi et moi, nous avons une soirée où nous rendre. Nous nous sommes préparés dans un silence de cathédrale. J'ai ouvert mon armoire et j'en ai sorti ma tenue de combat. Non pas un treillis, mais un tailleur en soie sauvage bleu nuit, des perles véritables autour du cou et une mise en pli impeccable. Marianne, elle, a choisi une robe noire, simple, austère, mais coupée avec une précision mortelle. Elle a maquillé ses cernes, peint ses lèvres d'un rouge carmin provocateur et relevé ses cheveux. Quand elle s'est regardée dans le miroir, la femme brisée du parking de Saint-Romain avait disparu. À sa place se tenait une statue de vengeance froide. « Tu as le cahier noir ?» demanda-t-elle en enfilant ses talons. Je tapotai mon sac à main en cuir rigide. « J'ai mieux que le cahier, ma fille.
J'ai Sophie au téléphone. Le procureur de la République est l'invité d'honneur ce soir. Il ne sait pas encore qu'il va présider le procès le plus rapide de l'histoire de la région. Nous sommes montés dans mon vieux Citroën. La route vers la salle des fêtes de Rocheval-les-Pins était verglacée, les arbres squelettiques se dressant comme des spectres dans la nuit. Mais je conduisais avec une assurance totale. La peur m'avait quitté. Il ne restait que l'adrénaline glacée de la chasse. La salle des fêtes étincelait de mille feux. C'était l'événement de l'année, le gala de charité pour la rénovation du patrimoine. Un prétexte pour que la bourgeoisie locale s'auto-congratule en buvant du champagne tiède. Le parking était rempli de voitures de luxe allemandes. En garant ma voiture modeste entre une Porsche et la fameuse Audi de Hugo, je sentis un plaisir pervers. Nous sommes entrés. La chaleur nous a saisis, chargés de parfums lourds, de rires artificiels et de musique classique jouée par un quatuor à cordes ennuyées. La salle était bondée. Les lustres en cristal jetaient une lumière crue sur les visages poudrés des dames et les crânes dégarnis des notables. Et là, au centre de la pièce, près de la fontaine de champagne, il trônait. Le clan Séracourt. Anselme, avec son cigare éteint à la main, riait grassement à une blague du maire. Odette, drapée dans une robe à paillettes qui coûtait probablement plus cher que ma maison, jouait les grandes dames. Et Hugo. Hugo était là, un verre de whisky à la main, recevant des tapes dans le dos. Il jouait le rôle du mari éploré avec un talent digne d'un Oscar. Je l'entendis dire à un groupe de jeunes entrepreneurs « Oui, c'est difficile. Marianne est très fatiguée. Elle a besoin de repos loin de tout. Je gère tout seul pour les enfants. » Le mensonge était si énorme, si obscène, qu'il en devenait presque admirable. Marianne me prit le bras. Sa main ne tremblait pas, mais ses ongles s'enfonçaient dans ma chair. « On y va » murmura-t-elle. Nous avons fendu la foule. Ce fut comme l'ouverture de la mer Rouge. Les conversations s'arrêtaient sur notre passage. Les têtes se tournaient, on chuchotait. « C'est Eliane Vaudrel. » Et Marianne ? On la disait internée. « Regarde cette robe. » Nous marchions la tête haute, le regard fixé sur notre cible. Quand Hugo nous vit, son visage se décomposa. Le verre de whisky manqua de lui glisser des mains. Il devint blanc comme un linge, puis rouge de colère. Il s'excusa auprès de ses interlocuteurs et fonça vers nous, interceptant notre trajectoire avant que nous n'atteignions le maire et le procureur. « Qu'est-ce que vous faites ici ?» siffla-t-il entre ses dents, saisissant le bras de Marianne avec violence. « Tu es censé être caché ? Tu veux que je fasse un scandale ?» Marianne se dégagea d'un mouvement sec, si rapide qu'il recula. « Ne me touche plus jamais, Hugo », dit-elle d'une voix forte, claire, qui porta au-dessus de la musique. Anselme et Odette arrivèrent en renfort, tels des vautours sentant la charogne. Odette tenta son sourire mielleux, celui qu'elle réservait aux situations gênantes. « Eliane ? Quelle surprise ! Marianne, ma chérie, tu n'es pas en état d'être ici, tu le sais bien. Viens, on va t'emmener dans une pièce calme. »« Ma fille va très bien, Odette, » coupai-je, en haussant le ton juste assez pour que le cercle de curieux autour de nous s'agrandisse. Elle n'a jamais été aussi lucide. C'est curieux, non ? Dès qu'elle s'éloigne de votre thé, elle retrouve sa santé mentale. Un silence de mort tomba sur la partie centrale de la salle. Le quatuor à cordes, sentant la tension, arrêta de jouer. Le maire et le procureur s'approchèrent, intrigués. « Un problème, Madame Vaudrel ?» demanda le maire, un homme rondouillard qui n'aimait pas les vagues. C'était le moment, le pivot. Je sortis le cahier noir de mon sac, ainsi que l'enveloppe Kraft contenant les billets d'avion pour le Brésil. « Monsieur le maire, Monsieur le procureur, » dis-je en me tournant vers eux, ignorant superbement les Séracourt qui commençaient à paniquer. « Je suis désolé de gâcher cette belle fête. Mais je pense que les donateurs de ce soir aimeraient savoir où va réellement leur argent. » Anselme Séracourt tenta d'intervenir, son visage pourpre de rage. « C'est une folle, elle délire, sortez-la d'ici. »« Je ne crois pas, Anselme, » rétorquai-je calmement. « Ce cahier appartient à Louis Valéry. Vous vous souvenez de Louis, le comptable que vous avez détruit ? »
À l'évocation de ce nom, Anselme se figea comme une biche face au phare d'un camion. Je tendis le cahier au procureur, un homme grand et sévère qui ne tolérait pas la corruption. Vous trouverez à la page 12 les détails des transferts de fonds de l'association caritative vers les comptes offshore de la famille Séracourt au Luxembourg. Vous verrez aussi comment mon investissement personnel de 200 000 € a été utilisé pour blanchir de l'argent sale provenant de promotions immobilières illégales. Et ici, je levai l'enveloppe Kraft bien haut. Voici les billets d'avion aller simple pour le Brésil, au nom de Hugo Séracourt et de mes 2 petits-enfants, datés pour demain matin. C'est une tentative de fuite, monsieur le procureur, avec enlèvement de mineurs. La salle haleta. Un murmure d'indignation parcourut la foule. Les regards, qui étaient admiratifs 5 minutes plus tôt, se transformèrent en poignards pointés vers le clan Séracourt. Hugo, sentant le sol se dérober, tenta le tout pour le tout. Il se jeta vers moi pour m'arracher l'enveloppe. « Donne-moi ça, vieille sorcière !» Il n'eut pas le temps de me toucher. 2 officiers de la gendarmerie, qui attendaient discrètement près de l'entrée sur ordre de ma nièce Sophie, surgirent. En une seconde, le gendre idéal, l'homme en smoking, se retrouva plaqué au sol, le visage écrasé contre le parquet ciré, les mains menottées dans le dos. Odette hurla. Anselme s'effondra sur une chaise, se tenant la poitrine, mais personne ne s'approcha pour l'aider. La solitude du pouvoir déchu est terrible. Morin, le brigadier-chef, s'approcha de moi et inclina respectueusement son képi. Nous prenons le relais. Madame Vaudrelle. La brigade financière est en route pour saisir les ordinateurs de leur domicile. Le procureur vient d'autoriser la perquisition. Je regardais Hugo au sol. Il me fixait avec haine, mais aussi avec une incompréhension totale. Il n'avait jamais imaginé qu'une simple grand-mère puisse orchestrer sa chute avec une telle précision. Je m'accroupis légèrement près de lui, juste assez pour qu'il soit le seul à m'entendre. « Tu as fait 2 erreurs, Hugo. Tu as volé mon argent et je t'aurais peut-être pardonné. Mais tu as fait pleurer ma fille et tu as fait dormir mes petits-fils dans le froid. Ça, c'est impardonnable. Bon voyage, mais ce ne sera pas au Brésil. » Les gendarmes le relevèrent et l'emmenèrent sous les huées discrètes mais cruelles de la foule. Anselme et Odette furent escortés dehors pour être interrogés. En 10 minutes, l'empire Séracourt, bâti sur des mensonges et de l'arrogance, s'était effondré comme un château de cartes sous un coup de vent. Marianne se tenait droite au milieu de la salle. Elle tremblait un peu, mais c'était le tremblement de la décompression. Le maire, gêné, vint lui présenter des excuses balbutiantes. Elle le regarda, digne, et dit simplement « Nous voulons juste rentrer chez nous. 5 mois plus tard. Le printemps en Ardèche ne s'annonce pas. Il éclate. Il y a 5 mois, le monde était gris, froid et couvert de buée sur la vitre d'une voiture. Aujourd'hui, mon faucon en Vivarais vibre sous une lumière dorée qui réchauffe les vieilles pierres de ma terrasse. Les rosiers que j'ai taillés avec tant de soin durant les semaines les plus sombres de l'hiver ont enfin offert leurs boutons au soleil. Ce sont des éclats de rouge cramoisi et de blanc pur qui défient la grisaille de nos souvenirs passés, prouvant que la beauté peut toujours renaître, même après le gel le plus rigoureux. Je suis assise dans mon fauteuil en osier habituel, le dos bien droit, une tasse de thé Earl Grey fumant entre mes mains. L'arôme de la bergamote se mêle à l'odeur de l'herbe fraîchement coupée. Devant moi, dans la pelouse, Lucien et Noah courent après un ballon de football. Leur rire, clair et sans retenue, monte vers le ciel bleu. Il y a 5 mois, ces mêmes enfants n'étaient que des petits corps tremblants et silencieux. Aujourd'hui, ils ont repris du poids. Leurs joues sont roses et les ombres violettes sous leurs yeux ont disparu, remplacées par l'étincelle espiègle de l'enfance. Ils voient le docteur Perrault, un pédopsychologue formidable, 1 fois par semaine. Il m'a dit hier « Madame Vaudrelle, les enfants sont comme les os. Là où ils se sont brisés, une fois guéris, le cal osseux est souvent plus solide que l'os original. » C'est un miracle quotidien que d'observer cette résilience. Ils n'oublieront pas, non, mais ils ne seront plus définis par la peur. Quant à ceux qui ont causé cette peur, le destin, aidé par un certain cahier noir, s'est chargé d'eux. Hugo est actuellement en détention provisoire à la maison d'arrêt,
attendant son procès qui s'annonce retentissant. Avec les preuves accablantes que nous avons fournies, il risque 10 ans pour fraude massive, abus de confiance, blanchiment en bande organisée et tentative d'enlèvement. L'empire Séracourt, qui semblait si intouchable, n'était qu'un château de sable face à la marée de la justice. Anselme et Odette sont ruinés, socialement et financièrement. Leur grande maison de Rocheval-les-Pins est à vendre, saisie par la justice pour rembourser les nombreuses victimes, dont moi. J'ai récupéré une grande partie de mon argent, mais curieusement, en regardant mes petits-enfants jouer, je réalise que les chiffres sur un compte en banque ne sont que du papier. La véritable richesse, c'est ce calme. C'est de savoir que personne ne viendra frapper à ma porte pour menacer ma famille. La porte-fenêtre s'ouvre et Marianne sort, portant un plateau avec une carafe de limonade maison où teintent des glaçons. Elle a changé. Physiquement d'abord, elle a coupé ses longs cheveux qui lui servaient autrefois à se cacher le visage. Elle porte désormais une coupe courte, moderne, à la garçonne, qui dégage sa nuque et met en valeur la détermination nouvelle de son regard. Mais le changement est surtout intérieur. Elle a repris ses études de droit, celles qu'elle avait abandonnées il y a 10 ans pour soutenir la carrière d'Hugo. Elle ne veut plus jamais dépendre de personne. Elle a transformé l'étage de ma maison en un appartement indépendant, son propre sanctuaire, payé avec son travail d'assistante juridique qu'elle a trouvé en ville. Elle pose le plateau sur la table en fer forgé, sert 2 verres et s'assoit à côté de moi. Elle observe ses fils courir et un silence confortable s'installe entre nous. Pas le silence lourd des secrets, mais le silence apaisé de la compréhension. « Tu sais, maman, dit-elle doucement, en tournant son verre entre ses doigts, quand je repense à cette nuit sur le parking, je pensais vraiment que ma vie était finie. Je me sentais si petite, si coupable. J'ai cru que j'avais tout raté. Je pose ma tasse et je me tourne vers elle. Je prends sa main, cette main qui a tremblé mais qui tient maintenant un stylo et des livres de loi avec fermeté. Écoute-moi bien, ma chérie. La culpabilité est un poison que les manipulateurs nous font boire pour nous garder dociles. Tu n'as rien raté. Tu as survécu. Parfois, il faut que tout brûle, que la forêt entière soit réduite en cendres pour que les graines les plus résistantes puissent enfin germer. Les Séracourt t'ont sous-estimé. Ils ont cru que tu n'étais qu'une épouse, un accessoire décoratif dans leur vie mondaine. Ils ont oublié une chose essentielle. Tu es une Vaudrelle. Tu as mon sang, et tu as le sang de la terre. Nous plions sous la tempête, Marianne, mais nous ne rompons jamais. Elle me sourit, les yeux brillants de larmes retenues, mais ce sont des larmes de gratitude, plus de tristesse. J'ai appris ma leçon, maman. Je ne laisserai plus jamais personne me dire qui je suis. Je regarde l'horizon, les collines de l'Ardèche douces et vertes qui ondulent au loin. Cette histoire, aussi douloureuse soit-elle, m'a appris, ou plutôt rappelé, des vérités fondamentales sur la vie, des leçons que je transmettrai à Lucien et Noah quand ils seront des hommes. La première leçon est celle du silence. Dans un monde qui crie, qui s'agite et qui se vante, nous oublions souvent que le véritable pouvoir est silencieux. Le chêne ne fait pas de bruit quand il pousse, mais ses racines fendent la pierre. J'ai vaincu Hugo, non pas en criant plus fort que lui, mais en agissant dans l'ombre, avec patience et précision. La deuxième leçon est celle de la famille, la vraie. Pas celle qui sourit sur les photos de mariage pour les apparences, mais celle qui est là quand les fenêtres sont embuées de froid et que le frigo est vide. La famille, c'est ceux qui vous aident à vous relever quand vos jambes ne vous portent plus. On dit souvent qu'il ne faut jamais réveiller le chat qui dort. C'est un joli proverbe. Mais moi, je dis, ne réveillez jamais une grand-mère qui veille, parce que certaines femmes, surtout celles de ma génération, ont appris à avaler leur douleur sans faire de bruit. On nous croit fragiles, on nous croit passées de mode, on nous croit inoffensives avec nos gâteaux et nos tricots. C'est une erreur fatale. Nous observons, nous notons, nous attendons. Et quand nous nous levons pour protéger notre progéniture, ce n'est pas une colère, c'est une force de la nature. Le monde ne tremble pas de peur. Il tremble parce que l'ordre des choses est enfin rétabli. Je reprends ma tasse de thé. Il est encore chaud.
Les enfants rient aux éclats en marquant un but imaginaire entre deux pots de fleurs. Marianne ouvre son livre de droit civil et se met à surligner un passage avec concentration. Pour la première fois depuis très longtemps, je ne regarde pas par-dessus mon épaule. Je regarde devant. Et l'avenir, vu d'ici, ressemble à ce jardin. Il a besoin de travail, de soins et de vigilance. Mais il est l'endroit le plus beau où il fait bon vivre. En refermant doucement ce chapitre tumultueux de mon existence, alors que le soleil décline sur les collines de l'Ardèche, une question persistante continue de flotter dans l'air calme de mon jardin. Et c'est cette interrogation intime que je souhaite déposer au creux de votre oreille. Avons-nous réellement le droit moral de détruire une réputation et un avenir pour protéger ce que nous avons de plus cher ? Ou existe-t-il une ligne invisible que même une mère blessée ne devrait jamais franchir ? Lorsque j'ai découvert mes petits-enfants endormis dans la buée glaciale de cette voiture, quelque chose de fondamental s'est brisé en moi, laissant place à une force ancienne et féroce qui sommeillait sous mes apparences de vieille dame tranquille. Cette transformation brutale me pousse à me demander si vous aussi, dans le secret de votre vie, vous avez déjà ressenti ce déclic terrifiant où la bienveillance s'efface pour laisser place à la nécessité absolue de la guerre. Certaines âmes charitables pourraient arguer que ma vengeance a été trop méthodique, trop impitoyable, et que j'aurais dû tendre l'autre joue ou laisser la justice divine faire son œuvre sans salir mes mains avec les secrets de ce cahier noir. Cependant, la vie m'a appris que la providence a parfois besoin d'un instrument terrestre pour rétablir l'équilibre, et que cet instrument prend souvent la forme d'une femme qui n'a plus rien à perdre. Vous qui m'écoutez aujourd'hui avec attention, vous qui avez sans doute porté le poids de votre propre famille sur des épaules parfois fatiguées, vous savez pertinemment que la justice n'est pas toujours un concept abstrait, mais une action concrète qui demande du courage. Je m'adresse à celles d'entre vous qui ont dû, un jour ou l'autre, se dresser seules contre un vent contraire pour empêcher leur foyer de s'effondrer. Alors, je vous pose la question avec toute la gravité et la sincérité de mon âme. Si vous aviez été à ma place, face à l'arrogance d'un homme qui pensait pouvoir écraser votre enfant en toute impunité, auriez-vous eu l'audace de prendre la même décision radicale que moi ? Auriez-vous gardé le silence pour mieux frapper au moment opportun, ou auriez-vous choisi une autre voie, peut-être plus douce, au risque de tout perdre ? J'ai un besoin viscéral de lire vos réflexions et vos jugements dans les commentaires ci-dessous, car je sais, au plus profond de moi, que je ne suis pas la seule à avoir dû sortir les griffes pour défendre mon nid contre les prédateurs. Votre approbation ou votre critique m'importe, car elle témoignera de cette réalité complexe que nous partageons toutes en tant que mère et grand-mère. Je devine que parmi vous, il y a des femmes admirables qui ont traversé des tempêtes silencieuses, des trahisons qui ne laissent pas de bleu visible sur la peau, mais qui marquent le cœur au fer rouge pour l'éternité. Ce récit est aussi le vôtre, un miroir tendu vers vos propres luttes, et j'aimerais que cet espace de discussion devienne un refuge où votre parole se libère enfin. Dites-moi également depuis quel coin de ce vaste monde vous m'écoutez en ce moment même. Est-ce depuis le tumulte d'une grande ville moderne ou depuis la quiétude d'un petit village semblable au mien où les traditions perdurent et où tout se sait ? Savoir que ma voix résonne dans des foyers lointains, tissant un lien invisible entre nous, me procure un réconfort immense et brise la solitude de mes soirées. Cette connexion que nous établissons, d'un bout à l'autre du monde francophone, crée une toile de solidarité puissante qui nous rappelle que nous ne sommes jamais vraiment seuls face aux épreuves que la vie nous impose. C'est une sororité silencieuse mais indestructible, bâtie sur l'expérience, la résilience et cette volonté farouche de ne jamais se laisser abattre. Si cette histoire a fait vibrer une corde sensible en vous, si elle a réveillé une émotion enfouie ou confirmé une intuition, je vous invite chaleureusement à rejoindre notre cercle en vous abonnant à cette chaîne dès maintenant. Ce n'est pas simplement un abonnement numérique, c'est une manière d'affirmer que vous faites partie de ces gardiennes vigilantes qui veillent sur les leurs. Nous avons besoin de nous rassembler pour nous rappeler, à chaque nouvelle vidéo et à chaque nouveau récit, que nous sommes les dépositaires de la mémoire et les protectrices farouches de l'avenir de nos enfants. En cliquant sur ce bouton,
vous acceptez de partager ce fardeau et cette joie, et de faire grandir cette communauté de sagesse. Ne laissez jamais personne, ni la société, ni votre entourage, vous faire croire que votre temps est passé ou que votre voix ne compte plus sous prétexte que vos cheveux ont blanchi. Regardez ce que nous avons accompli ensemble aujourd'hui en partageant cette vérité. L'âge n'est pas un naufrage, c'est une armure forgée par les années. La vie, dans sa grande rudesse, nous enseigne finalement que les cicatrices sont la preuve tangible que nous avons vécu, combattu, et que la dignité retrouvée est la plus belle des victoires possibles. C'est cette leçon de fierté que je souhaite que vous emportiez avec vous aujourd'hui, comme un talisman contre les jours sombres. Prenez grand soin de vous, veillez sur vos proches avec cette tendresse lucide qui nous caractérise, et n'oubliez jamais de garder un œil ouvert sur le monde qui vous entoure. Le monde a plus que jamais besoin de notre vigilance, de notre expérience et de notre force tranquille pour ne pas perdre le nord. Je vous attends désormais dans les commentaires pour poursuivre cette conversation intime, de femme à femme, de cœur à cœur, car votre histoire est tout aussi précieuse que la mienne. J'ai hâte de vous lire.